Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Luc Jabon. Bonsoir David. Ça va Luc? Ouais. Ça va très très bien. Oui, enfin, oui, vous venez avec un film qui va marquer les esprits à mon avis, autour de Picha. On va en parler. Avant ça, 3 petites questions, un peu du tac au tac comme ça. Si vous étiez, Luc, si vous étiez un film, vous serez lequel? Référence comme ça. Si j'étais un film, Allemagne année zéro de Rossellini. Ah oui, oula, vous tapez très haut quoi. Ouais. Mais oui, parce que bizarrement, c'est un film de 1948 et je le trouve terriblement actuel. Ouais. Hélas. Hein, ouais. Hélas, ouais. Oui. Si vous étiez un héros de bande dessinée. Un héros de bande dessinée, Spirou. Ah oui, et pas Tintin. Non, j'ai toujours été Franquin plutôt qu'Hergé. D'accord, c'est comme les Stones et les Beatles, quoi. C'est chacun son camp. Là, j'étais plutôt Stones que Beatles. Ok, ça m'étonne pas, ça va ensemble. Et si vous étiez un roman? Ulysse de James Joyce. Ah ouais. Ah ouais, quand même, là, c'est du lourd ce soir. Hein. Il va falloir assurer pour cette émission. En tout cas, vous êtes ici pour un film qui s'appelle Picha, envers et contre tout. On va rapidement comprendre le titre et vous êtes l'invité, Luc, de LCR ce soir. Alors Picha, cette fois-ci, la preuve est faite, noir sur blanc, vous êtes vraiment un iconoclaste, vous ne respectez rien du tout. Il n'y a pas un goût de la provocation systématique chez vous? Pas systématique, il y a un goût de la provocation, c'est certain. Bah, avant même de savoir qu'est-ce qu'il faisait, c'était son nom qui était un peu perturbant. Mais c'est quoi? Ça veut dire quoi, Picha? C'est un truc à boire ou quoi? Picha, c'est un pseudonyme. C'est d'ailleurs complètement grotesque, un pseudonyme. On choisit ça entre 18 et 20 ans, et puis on le regrette toute sa vie. Voilà, Picha, envers et contre tout. C'est le début du film, ça commence comme ça, dans l'intimité de la salle de bain de Picha. Envers et contre tout. Contre qui, Luc Jabon, en fait? En fait, ce serait peut-être contre tout ce qui lui est arrivé, tous les obstacles qu'il a rencontrés pour faire ses films, mais aussi parce que il a vécu un quadruple parcours, puisqu'il a été un grand cartooniste. Au début, oui, dans des revues notamment. Dans des revues, oui. Américaines notamment. Dont américaines, évidemment, le Times Magazine, etc. Et puis, il a fait du festival du cinéma d'animation, comme on le sait, et puis après, il a fait des séries télé, et puis après, il a fait une carrière de peintre. Ouais. Ah, et donc, c'est envers et contre tout par rapport à tout ce qu'il a rencontré et à la manière dont il a toujours finalement rebondi. Ouais. Mais les obstacles, il les a peut-être cherchés aussi parce que c'est un provocateur. Hein. On le voit d'ailleurs dans l'interview qu'on vient de voir. Il a cassé les codes quand même. Il était influencé par Crumb. Vous expliquez très bien ça dans le documentaire, la BD américaine Underground à l'époque. Oui. Fritz de Cat notamment, qui était classique. On peut peut-être voir une couverture de Crumb. Voilà, on voit ce fameux chat. C'était déjà un détournement. En fait, il aimait bien les pastiches, non? Il aimait bien les pastiches, il était aussi un pamphlétaire. Donc. Et puis il aimait surtout détourner les mythes, les contes, et c'est là où il était extrêmement fort. Quoi. Ouais. Et ça lui a parfois coûté cher, des procès avec les tenants des droits de Tarzan. Hein. Exactement, puisque quand il fait Tarzoun, la honte de la jungle, il a un procès avec la compagnie Burroughs, et ils ont réussi à ce que il enlève le titre Tarzoun, donc c'est comme ça que le film est devenu, même si tout le monde se rappelle Tarzoun. Que c'était Tarzoun. En fait, le film est maintenant sous le titre La honte de la jungle.
mais il voulait aller jusque détruire le négatif. Donc c'était vraiment extrêmement grave. C'était très très violent. Il y a une vidéo qui montre ça, dans un extrait qui montre ça dans votre film, c'est très violent. On va regarder un extrait de Tarzan. J'ai envie de dire Tarzan, allez. Oui. La ronde de la jungle, regardez. Hé, le bougnoul, comment ça va, toi? Allez, monte! Allez, monte! Ben, monte, je te dis, hé! Allez, emmène-toi, prends une chope avec moi. Allez, viens, attrape ma main, hein? Et yop! Ah, ça boum? Ouais. Ouais, ben, on vit pas deux fois, hein? On doit prendre son pied et rigoler au maximum. Je me présente, George Smith. Je suis le fameux gourou. Oui, tu sais, je suis de Schaerbeek, près de Bruxelles. Ça te dit quelque chose, gourou transcendantal? C'est pas compliqué, tu sais, j'en avais pas un bon. Alors, ou bien je faisais la plonge dans la Gaston, ou bien j'étais... Voilà, je vois que ça vous fait rire encore. Ben oui, vous connaissez par cœur. Ça fait rire parce que il ose la vulgarité, il ose tout, quoi. Ouais. Donc, alors moi j'ai une question, est-ce que ça passerait encore aujourd'hui, ça? Alors, non, aujourd'hui ça ne passerait plus parce que c'est aussi une des thématiques du film, c'est montrer comment les regards changent et les perceptions changent, surtout dans le monde de la satire, de l'humour, où là il y a vraiment des époques et des pages qui se tournent et des basculements. Mais ça ne doit pas empêcher de pouvoir encore les montrer. Tout à fait, bien sûr. Et ça fait partie du patrimoine aussi. Voilà. Vous expliquez ça très bien, parce que vous avez interviewé plein de dessinateurs, ça passe de Kroll, enfin bon, ils sont quasi tous là. Tout le monde admire Pichat, en tout cas ici en Belgique. Il travaille beaucoup avec les gens de Charlie Hebdo aussi et de Harakiri. C'est cette époque-là, en fait. Ouais. Tout à fait. On tapait dans les portes, quoi. On ruait dans les brancards. On ruait dans les brancards. Et c'était aussi par rapport à... C'est pour ça qu'il était important de montrer ce qui était installé à cette époque-là et contre quoi il se battait entre guillemets. C'était quoi, Walt Disney? Oui, et évidemment le studio Belle Vision qui produisait Tintin, les Schtroumpfs, tout ça a été très très sage. Alors il va aller, j'accélère le temps. Il faut voir le documentaire. Ça va s'accélérer. Il va se retrouver à Cannes. Oui, il était à Cannes en 80 avec Le Chaînon manquant. Ce qui est assez extraordinaire, parce qu'on a une chouette archive avec Céline Sasson qui le présente, qui est incroyable. Et on voit la conférence de presse où tout le monde est un peu muet, quoi. Exactement. Ce qu'ils viennent de voir, en fait. On regarde un court extrait du Chaînon manquant, regardez. C'est si beau d'être un gros con, on n'a jamais de congé. Même si on en avait, on le passerait à travailler. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. C'est si bon d'être un gros con, on sait jamais de soucis. On sait qu'on est des cons et qu'on le restera toute notre vie. Alléluia, Alléluia, ô Seigneur sois loué, la graine a germé. C'est si bon d'être un gros con, dom 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 dom. C'est rigolo, boulot, dodo, boulot, dodo. Dam, 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 dam. Boulot, dodo, on trouve ça rigolo. Voilà, ça sifflote comme dans Blanche-Neige et les 7 nains, mais c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Hein. On voit bien à quel point il détourne complètement tout ce qui est respecté à l'époque et tout ce qui est normatif. Donc en fait, il y avait ce côté... Se battre contre les normes. Ici aussi, par rapport à la religion, c'est vraiment très, très marqué. Il y va. Il influence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme le dit très bien, je trouve, Vincent Tavier, dans le film avec Patard et Aubier, il dit très bien, aujourd'hui, il faut gratter ailleurs. Mais, parce que les temps ont changé, parce qu'il y a d'autres combats à mener. Mais ce qui est important, c'est de laisser à la satire et à l'humour sa liberté d'expression. Il y a quand même un bémol, et vous le soulignez, ce bémol dans le film. D'abord, les femmes qui travaillent avec lui, qui n'étaient pas du tout à l'égal des hommes, elles ne sont jamais citées. On les appelle les petites mains. C'était vraiment ça. Hein. C'était des traceuses sur des scellés, parce que ça n'existe plus maintenant. Mais enfin voilà. Mais non, maintenant on est passé au numérique. Donc à l'époque, on travaille sur cello. Il y a une super archive de Belle Vision, sur Belle Vision qui montre
des bâtiments entiers où des dizaines et des dizaines de personnes travaillaient à tracer et colorier ces cellos. Et c'était des métiers qui étaient dévolus aux femmes. Ouais. Et heureusement, j'ai pu retrouver Claire Gobert, une traceuse gouacheuse, qui a permis de montrer ce que c'était le travail à cette époque-là. Et puis, la jeune génération, parce que vous avez interrogé des étudiantes de la Cambre, je crois. Tout à fait. Qui sont assez choqués par ça. On est en 2025, il y a quand même... voilà, on ne regarde plus les choses aujourd'hui comme on les regardait peut-être à l'époque. Il y a une certaine culture du viol peut-être qu'on peut discerner, qu'on peut trouver dans ces dessins. C'était important pour vous qu'elle soit dans ce film-là aussi ? Oui. Évidemment, c'est aussi un peu la chance du tournage où je me suis retrouvé, et Picha aussi, face à des étudiantes qui avaient un point de vue très très violent contre les films de Picha. Picha a accepté le débat et je lui en suis reconnaissant parce qu'il aurait pu dire non, moi je ne continue pas une discussion comme ça. Vous comprenez leur réaction à ces jeunes filles ? Alors, jeunes femmes ? Oui, je comprends leur réaction. En même temps, je trouve que si on arrête de contextualiser, même si elles le disent à un moment donné, alors il y a plein de choses comme ça qui ne peuvent plus être vues, qui ne peuvent plus être montrées, et je ne sais pas où ça s'arrête. Donc c'est très compliqué à discuter de ça. Comme le dit très bien Picha, il est un satiriste. Et comme il dit, je ferai un film aujourd'hui, je ferai des satires sur votre propre comportement. Je n'arrêterai pas. Et donc il faut aussi, enfin il faut rien, mais c'est important de pouvoir accepter que dans la satire et l'humour, il y a une liberté de ton qui doit pouvoir être préservée. Alors c'est sûr que je pense que même Picha, s'il faisait un film d'animation aujourd'hui, ne referait plus ce qu'il a fait à cette époque-là, ça c'est sûr. Et du coup on comprend complètement le titre de votre documentaire Picha envers et contre tout. Ce film, il est passionnant. Vous pouvez le voir sur grand écran. C'est toujours bien de voir les films sur grand écran. C'est dans le cadre du Festival Anima qui a lieu pendant les vacances. Donc c'est pas encore tout à fait maintenant. Ce sera le 3 mars. On est d'accord ? Le lundi 3 mars au Marny. Au Marny à 19h. Et ce qui est super, c'est que les films de Picha ont été restaurés pour notre film, et ça permet aussi de retrouver une image extraordinaire de ces films faits sur cello à l'époque par rapport au travail numérique et la palette graphique d'aujourd'hui. Ça s'appelle Picha envers et contre tout, c'est signé Luc Jabon. Merci beaucoup Luc d'être passé chez nous. Merci David. Bonne continuation, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.